Les géants du numérique, effectivement, sont notre quotidien, on s'en sert. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est comment, finalement, on peut essayer d'avoir une riposte européenne, un réarmement numérique pour l'Europe, pour créer des alternatives, en tout cas pour avoir les moyens de faire respecter, effectivement, comme l'a très bien dit Asma Malin, un cadre de valeurs qui soit le nôtre. On en reparlera tout à l'heure avec Thierry Breton, mais pour commencer peut-être ce débat et reprendre ce mot de souveraineté, effectivement, qui a été employé, je crois, à juste titre, demander à Catherine Morin-Desailly, pour commencer peut-être, qui avait fait un rapport sur ce sujet, sur la souveraineté numérique, quel regard, vous avez entendu ce que disait Asma Malin, quel regard vous avez aujourd'hui sur ce qui a été fait en Europe depuis quelque temps? Est-ce que oui ou non, vous retenez l'idée qu'il y a eu un sursaut, un réveil européen? Et est-ce que maintenant le sujet de la mise en œuvre, effectivement, concrète, c'est le temps de la mise en œuvre, on voit la difficulté que ça va nécessiter, est-ce que le temps de la mise en œuvre est aujourd'hui devant nous? L'Europe s'est enfin réveillée. Tardivement, vous l'avez dit en introduction, on a perdu des combats, vous avez dit tout à l'heure. On a surtout perdu beaucoup de temps. Et on a gagné ce que le prix Nobel de la paix, Maria Ressa, la journaliste philippino-américaine, a appelé, on a gagné la course des tortues. C'est déjà pas si mal, mais il y a encore tellement à faire. Le titre de cette table ronde, c'est comment réarmer l'Europe d'un point de vue numérique. Le choix des mots est... Bon, le clin d'œil au président de la République est tout à fait assumé. Oui, mais c'est très significatif. C'est-à-dire que le mot d'armement, d'abord, fait référence à la triste actualité qui nous entoure, mais il signifie bien que l'Internet, le réseau des réseaux, est un terrain d'affrontement mondial. Qui nous le dit? C'est Edward Snowden en 2014, quand il nous révèle les pratiques d'espionnage et qui nous révèle que l'Internet, c'est pas le réseau des bisounours, hein, c'est pas le monde où on échange librement, gratuitement, c'est un espace que l'on vise à dominer, hein, c'est un espace de lutte pour la domination du monde par l'économie, la connaissance, l'information et son corollaire qui est la désinformation, et qu'il faut bien sûr réagir. Moi, je regrette, parce que le Sénat que je représente à cette époque s'est immédiatement mobilisé, et nous avons engagé immédiatement des travaux ayant identifié la problématique d'un écosystème qu'on a laissé se construire sans réagir, sans mener de politique industrielle adéquate, ambitieuse. On a laissé construire ce nouveau monde dont nous dépendons tous largement, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité. Je rappelle qu'à l'époque 2014-2015, quand nous proposons au Sénat que l'Europe puisse, prenant acte de tout ce qui est en train de se passer, jouer un rôle important dans l'énonciation d'une politique industrielle volontariste, à cette époque, c'est celle du Safe Harbor. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le bouclier de protection des données, qui par la suite est revenu sur le devant de la scène sous l'appellation Privacy Shield et qui était invalidé à plusieurs reprises. Je sais que vous auditionnez Mark Schrems tout à l'heure. À l'époque, on identifie quand même que les données sont au cœur de cette nouvelle économie. C'est un actif stratégique majeur et on ne fait rien non plus. Hein. Donc il s'est écoulé beaucoup de temps. Et enfin, parce qu'il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte de nos dépendances dangereuses. Alors dangereuses, la menace est différente selon les États auxquels on pense, mais on s'est rendu compte qu'il était important de réagir. Alors, vaut mieux tard que jamais. On réagit, comme ça a été expliqué par Asma Malin tout à l'heure, par tout un volet réglementaire, toute une série de textes qui concernent aussi la cybersécurité. Il y a eu plusieurs textes. Beaucoup de textes d'ailleurs qui nous arrivent d'un coup d'un seul, qu'il va falloir d'ailleurs aussi absorber, qui vont se traduire dans nos droits des États membres, qui vont mobiliser les autorités de régulation. Il va falloir des moyens, il va falloir une organisation. Ça peut paraître d'ailleurs un peu une usine à gaz. Mais toujours est-il qu'on a enfin une régulation pour dire qu'on reprend en main, ce que j'aime d'un titre d'un autre rapport que j'ai fait sur la formation et l'ordinaire du numérique, on reprend enfin notre destin numérique. Mais il ne faut pas être que dans le défensif.
c'est être dans le défensif. Il faut essayer d'être, je crois que ça a été dit précédemment ici, il faut être dans l'offensif. Et être dans l'offensif, c'est mener enfin une politique industrielle, alors bien sûr avec des choix à opérer, mais une politique industrielle qui nous a fait défaut toutes ces années, tant du point de vue de nos infrastructures, des réseaux, que de tout ce qu'on appelle maintenant l'informatique en nuage, le cloud, qui est pas une petite réalité éthérée, mais toute une série aussi d'outils physiques, les câbles, les data centers, les logiciels de traitement de données. Bref, on a laissé faire et on n'a pas, alors que nous avons, non seulement en France en tout cas, des écoles de formation excellentes. On fait sortir 50 000 ingénieurs chaque année de nos écoles, alors qu'on a des talents. Moi, j'étais hier au forum INCIBER de Lille. J'ai été, mais encore une fois, bluffée par le nombre d'entreprises françaises et européennes présentes qui sont ingénieuses, qui ont des solutions et qui ne sont pas accompagnées comme elles devraient l'être, qui ne sont pas volontairement choisies aussi pour permettre de construire un écosystème souverain. Alors Hassan Mala a raison de dire, la souveraineté, ce n'est pas le souverainisme, ce n'est pas se refermer sur nous, mais c'est avoir une stratégie d'autonomie stratégique qui fait que, bien entendu, on a notre mot à dire. On a notre mot à dire et j'irais même jusqu'à dire on a aussi des choses à exporter, à partager à travers le monde. Je témoigne de mon expérience de parlementaire de la francophonie. Il y a 86 pays de la francophonie de par le monde. Il y a aussi tous les pays du Conseil de l'Europe. C'est bien au-delà de l'Europe. Nous avons des choses à partager, des solutions. La diplomatie numérique, exporter nos solutions, exporter nos technologies, fait partie aussi d'un devoir que nous devons avoir. Donc réarmer, c'est à la fois avoir une politique de réglementation, une politique industrielle et une ambition, une politique de formation, je n'ai pas le temps de développer, d'éducation, de montée en compétences numériques de tous, ça sera très important, et également de veiller à ce que, dans le cadre de la gouvernance, il y ait une réflexion que l'Europe pèse et parle d'une seule voix dans la gouvernance mondiale des instances de l'Internet, là où se décident un certain nombre de choses. Merci beaucoup. On va revenir sur tout ce que vous avez posé, qui évidemment est essentiel. Peut-être Arnaud Ponce, dans la longue histoire des lignes Maginot, en général, ce n'est pas la ligne Maginot qui gagne. Donc, entre le défensif, le RGPD, qui au départ était défensif, qui devient plus offensif, on a vu l'Italie qui l'avait invoqué contre l'IA générative, l'arrivée de tous ces textes, on va beaucoup en parler cet après-midi, je pense qu'il est familier aujourd'hui de tout le monde, on en parle dans la tribune très souvent, le DSA, le DMA, qui est une forme d'antitrust, l'IA Act, on en parlera avec Patrick Pérez de QTI dans quelques instants. Est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui les éléments d'une stratégie réellement opérante face à la domination, il faut quand même bien le dire, alors des GAFA, mais je ne le dirai plus. Tout à fait. Là, on voit vraiment la mise en place d'une stratégie. C'est-à-dire que si on continue l'analogie sur le militaire qui effectivement fonctionne bien, il faut une stratégie globale et puis après, il faut une tactique défensive et offensive. Alors la stratégie globale, vous l'avez citée, c'est l'autonomie stratégique. En fait, c'est ni plus ni moins que la vision gaullienne. De Gaulle avait expliqué ça pour le militaire et ça s'applique très bien au numérique. C'est l'alliance n'empêche pas l'autonomie. Donc pour le militaire, on voit ce que ça veut dire. C'est parce qu'on a la dissuasion nucléaire, on a une autonomie stratégique, on a une souveraineté, mais on est aussi dépendant d'alliances parce qu'on ne peut pas se projeter sur tous les terrains d'opération dans le monde entier, on comprend très bien. C'est pareil pour le numérique. Après, c'est quoi la tactique ? Tactique défensive, c'est effectivement la régulation, mais il fallait passer par là. On a sifflé la fin de la récré un peu tard. Ça fait 20 ans, on s'est fait avoir en fait il y a 20 ans avec ce qu'on appelait l'Internet libre. Et en fait, on n'avait pas compris que c'était libéré des États, donc on s'est fait un petit peu avoir. On entend la même musique aujourd'hui d'ailleurs. Hein. L'IAI libre, on pourrait dire. C'est l'IA libre aujourd'hui. Il ne faut surtout pas phagocyter l'IA. Donc 20 ans après, on retrouve les mêmes discussions. Et puis une tactique qui est plus offensive, qui sont les enjeux de coopération. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des alliances, à des interdépendances qui sont maîtrisées pour avoir des écosystèmes de confiance au niveau européen. Et le sous-jacent de ça, ça a déjà été dit, c'est la question de la spécialisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit que c'est une gestion des interdépendances, il faut se poser la question de on est dépendant de qui, quelle est la relation de confiance, et nous, on rend les autres dépendants de quoi ?
Donc, quels sont nos partis pris, nos spécialisations, nos niches, expliqué à ce moment-là, qui nous permettent de rentrer dans ce champ compétitif? Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, on va en parler avec Patrick Pérez de QTI, vous êtes le directeur général de QTI, est en train de bousculer complètement le jeu parce que quelque part, on ne l'attendait pas forcément aussi tôt, aussi forte, aussi mondiale, aussi rapidement adoptée par le plus grand nombre. Donc vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu mieux, effectivement, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous êtes un élément du réarmement français, puisque, alors pas que français, parce qu'il y a quand même le CEO de Google qui met un peu d'argent, l'ancien CEO de Google, Eric Schmidt, qui met de l'argent, mais deux milliardaires, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Xavier Niel et le patron de CMA-CGM, qui, je le précise, est l'actionnaire de la Tribune, mais en tout cas, c'est ce qui prouve que nous vous donnons la parole, qui ont décidé de mettre beaucoup d'argent dans un projet français, open source, open science. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait partie de ce réarmement numérique? Alors, on est un laboratoire indépendant, donc, y compris de nos donateurs. C'est une fondation, c'est ça qu'il faut expliquer. On est une fondation et notre objet, c'est la recherche ouverte, effectivement, en intelligence artificielle et en particulier sur les modèles généralistes de grande capacité. Il y a un aspect effectivement de souveraineté. Ce labo a été monté à Paris. Pour l'instant, il y a essentiellement des chercheurs français, mais ça n'a pas vocation. Je pense que c'est important d'avoir cette motivation, mais la course en IA, elle est absolument mondiale. Enfin, c'est déjà une communauté scientifique internationale qui s'est beaucoup développée dans les 10 dernières années. Donc c'est important d'avoir une approche qui est pour le coup globalisée, en tout cas qui n'est pas restreinte géographiquement, même si quand on parle des grands modèles de langage, il y a un autre aspect de souveraineté qui a été beaucoup évoqué récemment sur est-ce que ces modèles reflètent des valeurs plus européennes qu'américaines, etc. Mais globalement, c'est vraiment important de voir que c'est un mercato même de talents qui est tout à fait international. Et nous, on a vocation... Il s'agissait, c'était de garder en France des talents dans cette... Oui, alors ce qui, moi, il me semble intéressant de voir, c'est on est dans un moment, donc QTI a vocation donc à faire partie de cet écosystème, en particulier à Paris, qui est un écosystème extrêmement dynamique, qui est vraiment en train de se développer. Vous n'êtes pas le seul laboratoire, il faut le dire. Il y a Facebook qui a son laboratoire à Paris. Ouais. Il y a également des gens de Facebook ou ex-Facebook qui ont créé Mistral. Donc il y a un écosystème français de l'IA qui est une vraie force. Mais c'est intéressant, c'est un écosystème qui n'est pas composé que d'acteurs français. Par ailleurs, il y a plein de très bons labos publics. Il faut le dire, le répéter, ils sont cruciaux. Donc un certain nombre donc, de nouveaux acteurs, des labos de big tech, des labos des startups. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de chercheurs, donc on a d'excellents ingénieurs. Il faut juste s'assurer que le niveau en maths ne continue pas de baisser dans le secondaire. Mais on a d'excellents jeunes gens qui, un certain nombre, vont dans les labos de la Big Tech, mais ils vont y apprendre des choses et tous n'y restent pas. Et ça, c'est important aussi. Et pour ce qui est de l'IA, dont on parle beaucoup, qui est l'IA des grands modèles, il y a vraiment un savoir-faire qui ne s'acquiert pas de n'importe où et qui est aussi lié à l'infrastructure nécessaire. Et ces gens-là, quand ils repartent, ils fondent des startups, ils fondent des labos, dans notre cas, non lucratifs. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Exactement. Et donc, c'est vraiment la notion d'écosystème vivant, entre autres à Paris, mais parce que le sujet, c'est aussi l'Europe, c'est vrai en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, etc. Donc c'est un moment assez enthousiasmant de ce point de vue-là. On est dans un moment un peu comme un Big Bang, on pourrait peut-être le décrire ainsi. Le nerf de la guerre, puisqu'on est dans le sujet de réarmement, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit Catherine Morin-Desailly, ce sont les données, ce sont les data. Est-ce que dans cette bataille qu'on est en train de mener, l'Europe n'a pas un coup à jouer en matière de données? On est quand même, pour nos amis des GAFA, mais également, j'imagine, pour vous-même chez QTI comme d'autres, un grand marché européen. D'ailleurs, il n'existe pas encore tout à fait ce grand marché européen de la donnée. C'est peut-être le point finalement manquant de ce réarmement. Et peut-être Arnaud, je sais que vous travaillez à la Fondation Digital New Deal, et puis après je vous laisse chacun répondre sur ma question sur les données. Vous travaillez sur un rapport sur l'IA générative en ce moment. Est-ce qu'on ne doit pas finalement aujourd'hui apporter ce chaînon manquant d'un marché européen, qu'on défende finalement cette valeur que nous avons, cette valeur ajoutée dans les données face
à un moment effectivement où tout le monde cherche à les capter. Je prendrai que OpenAI, qui vient de passer un accord avec un grand journal qui s'appelle Le Monde. Ça pose tout un tas de questions sur qu'est-ce que les médias, mais de façon générale, Twitter, etc., toutes les données qu'on peut avoir peuvent être finalement la terre nourricière de cette bataille du numérique de demain. Plusieurs choses. J'aimerais rebondir sur la présentation de QTI. QTI, c'est clé. C'est parce que quand on parle d'offensive et d'écosystème de confiance, ça ne peut marcher que s'il y a des modèles comme QTI qui sont open source, open science. C'est-à-dire que si on veut se mettre au niveau des grands big tech américains ou chinois, il faut qu'on mette en commun des moyens. Quand on parle de coopération, c'est que concrètement, s'il n'y a pas de l'open source, l'open science, il y a un niveau de jeu, level playing field en mauvais français, on n'arrivera jamais à atteindre le niveau des GAFAM, désolé pour le mot, parce que si on ne s'appuie pas sur de l'open source et sur des communs numériques comme est en train de développer QTI. Deuxième chose qui marche bien au niveau européen, c'est qu'on a justement une stratégie européenne sur la data et on n'en parle pas assez. D'ailleurs, même toi, Philippe, pourtant expert de la question, quand tu as cité les régulations, tu as cité DSA, DMA, AI Act, tu n'as pas cité le DGA. Je ne voulais pas vous lasser, on va en parler. Et alors, ce Data Act, justement. C'est une régulation offensive, on a déjà parlé ensemble, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le but, c'est de créer un marché commun de la donnée. Pourquoi il n'y a pas de GAFAM européen? C'est parce qu'il n'y a pas la taille pour profiter de ce qu'on appelle le mid-calf, etc., c'est-à-dire l'effet de réseau. Les Américains, les Chinois, de facto, quand ils créent une start-up, ils ont un marché qui est mondial. Nous, c'est 27 fois qu'il faut faire le marché. On n'a jamais un géant parce qu'on n'a pas ce marché commun de la donnée. Donc, il faut pousser au partage de la donnée pour créer cette valeur. Donc, c'est ça la clé. Et la question de l'IA, elle est liée à la question de la data. Tu as raison dans ta question. Il n'y a pas d'IA de confiance sans data de confiance. Donc, comment est-ce qu'on arrive à consolider cette donnée de confiance au niveau européen? Eh bien, c'est tout ce qui est en cours, c'est-à-dire le travail de standardisation, de normalisation, d'interopérabilité. Il y a même une structure qui est en charge de ça qui s'appelle GaiaX, qui fonctionne très bien. Là aussi, on aime bien critiquer, mais GaiaX est en train de mettre en place tous ces standards qui sont nécessaires à cette interopérabilité. Donc, on a tous les éléments en main, tous les outils pour réussir ce pari. Maintenant, il faut partir à l'offensive, effectivement, et se structurer. Catherine Morin-Desailly, donc oui, je ne vais ce pas citer la data, texte, mais oui, c'est essentiel. Ce 13e texte, on en parle un peu moins parce qu'il n'est pas encore tout à fait voté, encore dans le cadre du trilogue, de ce qu'on appelle. Donc, il y a le triptyque DSA, DMA, il y a Act, et on attend le Data Act. Mais il est déjà anticipé dans la loi sécurisée et réguler l'espace numérique. Nous avons une commission mixte paritaire conclusive il y a 2 jours et nous avons été très attentifs à ce qu'un certain nombre de mesures pour lesquelles d'ailleurs nous avons travaillé, ce texte a aussi beaucoup évalué dans le bon sens, de la manière à redonner aussi un avantage concurrentiel à nos propres entreprises de traitement de la donnée par rapport aux big tech, je pense aux egress fees, etc. Donc ces dispositions se trouvent déjà par anticipation dans la loi sécurisée et réguler l'espace numérique et c'est tout à fait fondamental. Mais la donnée qui est un actif stratégique majeur, il faut aussi que les États, et à commencer par notre propre pays, s'interrogent sur qu'est-ce que la donnée hypersensible, hyperstratégique, pour lequel il faut assumer des choix extrêmement forts qui sont de dire je ne vais pas confier cette donnée à des extra-européens compte tenu des lois extraterritoriales et pour d'autres raisons aussi parce que derrière c'est tout un potentiel de développement. On sait que le cloud c'est un marché gigantesque pour demain, il faut y prendre notre juste part. Donc moi ce que je reproche à l'heure actuelle, et c'est mon combat depuis des années, c'est de ne pas assumer des choix communautaires, c'est-à-dire de faire appel à nos propres entreprises pour gérer de notre donnée la plus sensible. Mais prenons l'exemple. Le Health Data Hub. Voilà, j'allais dire, prenons l'exemple. C'est Microsoft qui a été choisi. Voilà, sans appel d'offres spécifique. C'est un problème pour vous? Sans que nos propres entreprises n'aient été consultées. Est-ce qu'on avait une alternative? On avait certainement une alternative au moment où les choses se construisaient. Parce qu'on sait que c'est aussi des technologies qui se développent, qui s'améliorent, qui s'approfondissent au fur et à mesure aussi des usages qui eux-mêmes continuent de se développer. Pardonnez-moi, je ne suis pas une informaticienne, mais je crois comprendre que ça fonctionne un peu comme ça. Mais ce qui est condamnable, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Un certain nombre d'entreprises ont dit « nous n'avons même pas été consultés ». Ils se sont émus. Je les ai encore revus hier au FIC et Philippe Latombe, que vous allez interroger, pourra vous dire la même chose.
On a une stratégie qui est assez simple, une stratégie offensive, c'est de faire ce que les Russes, les Américains, les Chinois ont su faire, c'est-à-dire assumer ce choix communautaire par le biais de la commande publique. On parle beaucoup de Buy European Act, maintenant de Small Business Act. Philippe en parlera certainement tout à l'heure. Nous en parlons au Sénat depuis 2013. 2013, assumer ce choix qui a des enjeux stratégiques et donc il faut assumer d'avoir des technologies européennes qui correspondent à des valeurs européennes, qui sont d'un côté ni celles ce que j'appelle le capitalisme de surveillance, hein, les big tech ont un modèle particulièrement toxique en ce qui concerne les plateformes, ni de l'autre côté le modèle du crédit social et de surveillance sous l'égide du Parti communiste chinois. Donc il faut assumer ça. On a une alternative européenne à promouvoir en Europe et de par le monde, et ça passe par le traitement de la donnée et rechercher comment on traite de nos données la plus stratégique et la plus sensible. Ça ne veut pas dire être protectionniste, ça veut dire être stratège et veiller à une certaine forme d'autonomie. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie aussi du réarmement nécessaire et notre pays doit montrer l'exemple dans cette affaire à travers l'histoire de la plateforme des données de santé, parce que derrière va se construire IUCS, c'est-à-dire la plateforme des données de santé des Européens. Donc, Arnaud, là-dessus, 2 mots. Je suis entièrement d'accord, 100%. Sauf que je trouve que c'est trop facile de parler toujours de commande publique. Je pense qu'il y a une grande responsabilité des entreprises. C'est aussi la commande privée et surtout la commande privée. Ils se cachent derrière l'État, les grands groupes du CAC 40, et en fait, c'est eux les responsables. C'est à eux de faire de la commande. Ouais, aussi. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt commencer par ça. Et pour le faire, ça veut dire qu'il faut, là aussi, une prise de conscience de nos acteurs importants, des enjeux de data et d'IA qui arrivent juste derrière. Ce que tu veux dire, c'est que pour créer un effet d'échelle sur un cloud souverain européen, il faudrait que nos grands géants européens choisissent plutôt des solutions européennes que des solutions américaines. C'est bien ça? Parce que, oui, pourquoi? Parce que cloud, data, IA. Donc les questions de IA générative dont on parle du matin au soir, et on a raison de le faire parce que c'est structurant, vont dépendre de la data qui elle-même dépendent du cloud. Donc tout ça est un continuum. Et il faut avoir une vision stratégique. Donc je pense que les filières sont en train de réaliser que si demain elles ne veulent pas dépendre c'est ça, la politique industrielle du numérique, comme elles dépendent du cloud pour leur filière, c'est maintenant que ça se joue. Parce que 25 ans de retard quand même depuis 25 ans de retard, et ça va être pire maintenant. Parce que ce qui arrive avec le Gen AI, on a une formule pour ça, c'est Gen AI égale Web 2 au carré. C'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas aimé dans le Web 2 va être amplifié avec le Gen AI, donc il faut réagir maintenant. Donc ne pensons pas qu'on a gagné la bataille avec nos quelques actes dont on a parlé. Et en fait, c'est dans la mise en œuvre de cette bataille, par leur prise en compte par les acteurs, qu'on va pouvoir trouver des solutions. Patrick, vous vouliez réagir? Sur la donnée. Pour les grands modèles génératifs, la donnée elle est essentiellement sur Internet déjà. Hein. Donc après, on peut essayer de régionaliser les choses. Mais c'est la donnée, c'est le tout venant, c'est la donnée en grande quantité, pas toujours en grande qualité. Donc ça, elle est là. On peut discuter de comment on devrait ou pas l'utiliser. Je pense qu'il y a un autre enjeu. Ou la rémunérer, ça va être un sujet. Mais justement, j'y viens. Il y a aussi la donnée là-dedans, il y a une partie qui est de la donnée de qualité, qui est celle de contenu créé par des professionnels, etc. Celle-là, elle est vraiment très importante, intéressante, et je pense qu'il serait intéressant, si on veut parler de réarmement européen, de voir comment en particulier les acteurs, les créateurs de contenu européens pourraient se mettre ensemble pour discuter avec les pouvoirs publics d'une façon d'avoir des bases d'entraînement qui soient bien encadrées, qui soient de qualité, qui permettent d'avoir des grands modèles qui soient plus fiables et qui soient de meilleure qualité et avec un usage juste de ces données. Alors, on en a un peu parlé quand on s'est parlé au téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de l'accord passé entre OpenAI et Le Monde? Et est-ce que vous-même, est-ce que vous voulez, notamment en français, par exemple, est-ce que l'IA va parler un peu français? On parlait de la francophonie tout à l'heure. Est-ce que c'est un élément important? Est-ce que vous regardez avec d'autres médias, peut-être la Tribune? Je ne veux pas annoncer de scoop, mais vous pourriez en tout cas, avec des journaux comme La Tribune, chercher à vous doter d'accords pour des données de qualité. Alors nous, on est intéressés à discuter évidemment, mais pas que nous. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs français de l'IA qui sont intéressés à discuter avec des fournisseurs de contenu, des éditeurs, des grands médias. Contre-rémunération, donc dans un accord qui pourrait... Ce qu'a fait Le Monde est-il un modèle en fait? Moi, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur cet accord dont je ne connais pas les détails. Je pense c'est les droits
droits voisins, en fait. Hein, oui, après, faut voir qu'est-ce que ça voudra dire dans les faits du point de vue des données du monde. Mais je pense que c'est intéressant, effectivement, que des acteurs français, européens, travaillent avec, moyennant ou pas finance. Ça peut être aussi des accords où il y a un retour pour le groupe de médias qui est d'une autre nature, une maîtrise d'une technologie ou certaines choses dans leur service, certaines fonctions qui sont permises par ça. On arrive à la fin de nos échanges. Un mot sur l'IA Act, simplement. Il y a eu pas mal de polémiques, on en reparlera tout à l'heure, sur est-ce que c'est nocif ou pas pour l'innovation européenne d'avoir fixé des limites, ce fameux 10 puissance 25 flop. Est-ce que c'est pour vous un vrai sujet ou c'est trop tôt? Non, c'est un vrai sujet. Je serais assez curieux de savoir qui a décidé que ça soit 10 puissance 25 dans le AI Act plutôt que 10 puissance 26 dans l'executive order de la Maison Blanche. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de définir les grands modèles de fondation. Il faudra que ça évolue pour vous. Mais je pense que oui, je pense qu'il sera intéressant de faire évoluer, d'autant que ces objets-là sont en train d'évoluer à toute vitesse. Donc voilà, c'est une cible mouvante, vous me disiez là. L'IA, c'est en train de bouger à toute vitesse. Oui. Donc cette réglementation ne doit pas être le fossoyeur de l'innovation. À vous, un mot de conclusion, Catherine, et on doit s'arrêter. On parle de l'IA Act. Je crois que l'Europe, pour une fois, a eu le mérite de poser un cadre. Il n'est peut-être pas parfait, mais il pose l'idée que la sécurité, la transparence n'est pas incompatible du tout avec l'innovation. Thierry Breton développera ça beaucoup mieux que moi. Mais ces questions, elles vont se poser au niveau international. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le 21 mars dernier, à l'ONU, une résolution a été votée à l'unanimité sur proposition d'Antonio Guterres sur l'IA. Qu'est-ce que doit être l'IA? La régulation de l'IA, elle doit en tout état de cause respecter les droits fondamentaux et les droits humains. Donc l'IA, elle n'est pas responsable ou autonome ou volontaire. C'est nous qui sommes responsables de l'IA et des usages que l'on va en faire. Et il faut replacer, je pense, l'humain au cœur de cela. Une seconde alors, vraiment. L'IA des Lumières, donc la vision qu'on a européenne, doit être la valeur étalon mondiale et ça passe par le droit. Bon, c'est exactement le sujet dont on va parler dans la prochaine table ronde. Merci à tous les trois d'être venus nous voir et bravo.